Retour vers le battle. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le Battle, un format pas du tout copié sur les DTC de Lunatic pour expliquer les punchlines des RBG. Alors aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau puisqu'on va parler de Coraline contre Chihiro, un battle dont je suis absolument très fier et qui a demandé un taf et une organisation de malade. En vrai à un tel niveau que bon, tout s'est pas passé comme prévu et ça m'a permis de voir comment mieux m'organiser pour les futurs RBG parce qu'il y a des trucs qui ont pris vraiment beaucoup de temps alors que ça aurait pu être plus simple. Contrairement au précédent Retour vers le Battle que j'ai pu faire par le passé, celui-ci est extrêmement important puisque sans lui, c'est vraiment dur de comprendre le texte dans sa globalité. D'habitude, je défends vraiment l'école du texte dit ouvert, explicite dans ses formulations. Je pense que tout bon texte de Clash doit être compris par le plus de monde possible, donc même si t'as des références super deep et inconnues dans le texte, il faut faire l'effort d'intégrer des éléments faciles à comprendre dans la formulation, tout ça, pour que tout le monde puisse en profiter. Je fais ça d'habitude, sauf sur ce RBG 27. Vous vous êtes sûrement dit que le texte manquait un peu de sauce comparé à Sanji contre Tortue ou Astro contre Grievous, donc c'est normal, c'est mon parti pris. Les RBG 25 et 2 remakes sont les plus violents que j'ai jamais écrits. C'était le but, de faire des clashs hyper agressifs et très faciles à comprendre en dehors des refs obscurs. Donc le RVLB de Grievous contre Astro était surtout là pour vous présenter les personnages, un peu comme celui de Frank contre Pan. Ici c'est vraiment indispensable, même si vous connaissez super bien le voyage de Chihiro ou Coraline, parce que j'ai écrit une histoire vraiment propre à ce battle-ci, que je vais vous expliquer en détail juste après. Donc ce battle est un test, il est très personnel, le plus personnel de tous je dirais, et j'espère qu'il vous aura transporté, au moins en termes d'ambiance, qu'il vous aura fait voyager. C'est la même équipe qui a travaillé avec moi sur ce battle, à savoir Noakim et Nargita au dessin, Undy pour la voix d'Alice, Green for Music au mixage son, Zen au beatmaking avec qui j'ai travaillé l'instru, et Ekla au décor. Donc pour un premier battle féminin, il fallait évidemment que je me bouge le fion pour trouver des candidates, et c'est avec plaisir que j'accueille Mamzelle Yansun et Mademoiselle Mad dans l'aventure RBG. Yansun étant spécialisée dans l'acting, elle s'est occupée de la voix de Coraline, et Mad est spécialisée dans les dessins. Elle m'a très efficacement remis toute une palanquée de dessins incroyables. Et enfin, Kitty Rani a bien voulu prêter sa voix à Chihiro, c'était son tout premier battle, voire son tout premier exercice de chant disons, donc on a dû travailler au mieux pour lui apprendre comment faire, mais c'est venu très rapidement. Quant à Mega, il a dessiné les 3 personnages à trouver ainsi que la poupée de Coraline. Donc un immense merci à tout ce beau monde, vous avez été vraiment super et c'est fou comme vous avez tout donné. Cette intro était suffisamment longue, attaquons le concept. Donc, pour ceux qui connaissent pas les personnages du tout, c'est très simple, les deux sont des filles uniques, issues de familles modestes, pour qui les parents ne manifestent quasiment aucun intérêt, et lors d'un déménagement, donc une période d'intense changement dans leur vie, se retrouvent piégées dans un monde dissimulé aux yeux des humains, et vont essayer soit d'en sortir vivantes, soit de retrouver leurs parents qui auront été capturés par la sorcière qui régit les lieux. Vous aurez certainement capté que les deux histoires sont des adaptations indirectes du conte de Alice au Pays des Merveilles, qu'on a décidément pas fini de voir sous différentes formes, et tant mieux, parce que personnellement j'adore. Le sujet s'accordait bien avec Halloween, et l'épouvante en général, mais lui donne un petit côté enfantin glauque, surtout Coraline évidemment. Les deux personnages étant encore des jeunes adolescentes, ça a été difficile d'adapter ça au rap battle. J'ai donc amplifié leur aspect mature, puisque Coraline et Chihiro démontrent une extrême maturité à la suite de leurs aventures, c'était pour justifier leur comportement. L'idée était de représenter leurs personnages après leurs aventures. Elles ont quasi le même âge, mais dans la diégèse du battle, c'est-à-dire les règles de l'univers de la vidéo, Coraline et Chihiro ne sont plus les victimes de leur peur d'avant leurs aventures. C'est pour ça que le sans-visage back Chihiro, il est comme un fit, au lieu d'être son ennemi. Tandis que Coraline a comme un contrôle sur l'autre monde, et ne parle pas de l'autre mer comme une menace, mais plutôt une menace pour Chihiro. Pour conclure, il fallait une ambiance onirique, mélancolique pour Chihiro et glauque pour Coraline, qui contraste entre le dessin d'animation japonais et le stop motion américain. Sur le papier c'est pas évident, mais à mon avis, on s'est plutôt bien débrouillé. Je laisse Kitty Rani et Yansun vous parler de leurs personnages. Chihiro est sûrement le plus connu des deux. Issue du film Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki sorti en 2001, elle représente à elle seule le succès du studio d'animation Ghibli et du triomphe de l'exportation du cinéma étranger, notamment japonais, dans le monde. Resté pendant 20 ans le plus gros succès du cinéma japonais, il est également le premier film d'Anime Jap à recevoir l'Oscar de meilleur film d'animation, ainsi que l'Ours d'Or en 2002. Tout le monde le connaît, quasi tout le monde l'a vu, et tout le monde l'adore. Enfin sauf peut-être les gens abonnés à cette chaîne. Mais c'est une réussite artistique et narrative absolue. Le film se base sur les écrits de Sachiko Kashiwaba, en particulier le roman La Cité des Brumes oubliées, paru en 1975.
Rapidement, ça raconte le parcours initiatique d'une jeune fille dont les parents manquent de respect aux esprits locaux en mangeant leur nourriture. Ils sont transformés en porcs, et l'endroit prend tout à coup vie. C'est en réalité un palais des bains pour kami et yokai, les dieux et esprits du folklore shintoïste. Chihiro rencontre alors la sorcière Yubaba, la maîtresse des lieux, à qui elle demande un travail pour survivre et faire sa place dans ce nouveau monde. Dorénavant appelée Sen, Chihiro fera tout un tas de rencontres, jusqu'à parvenir à se trouver elle-même, ce qui lui permettra de quitter ce monde des esprits. Tout le film est chargé de thématiques très simples, mais difficiles à comprendre, puisqu'il s'adresse surtout aux jeunes japonaises, les mythes et légendes présents ne sont jamais expliqués clairement. Il traite surtout du mal que l'homme capitaliste fait autour de lui, notamment envers la nature et la perte des traditions, remet en cause le consumérisme moderne et prône l'indépendance et les valeurs du travail, partie avec laquelle je suis pas nécessairement d'accord, mais bon, Miyazaki a ses convictions et c'est tant mieux. Chihiro est très timide et agaçante au début, mais s'affirme de plus en plus jusqu'à être capable de contrôler ses émotions et de faire preuve de courage assez impressionnant. Comme à la fin du film, elle est censée ne plus souvenir de rien, c'était un peu compliqué d'assumer ça dans le battle que Mado avait en tête, alors il l'a simplement mis de côté, élément que Coraline reprendra pour une punchline. On a opté pour un personnage calme et mélancolique dans sa première partie, puis à fleur de peau et offensif dans sa deuxième. Coraline suit un parcours assez similaire, mais n'a pas du tout le même caractère. Issu de l'imagination de Neil Gaiman, un immense écrivain britannique, son livre paraît en 2002, et une adaptation réalisée par le grand Henry Selick sort en 2009. C'est un film en stop motion, c'est-à-dire avec des maquettes réelles et des figurines articulées animées image par image. Contrairement à Chihiro, la famille de Coraline a déjà emménagé dans leur nouvelle maison, le Pink Palace, lorsque l'histoire commence. Triste de s'être séparée de ses amis et dégoûtée de se retrouver dans un endroit aussi perdu, Coraline va amèrement rencontrer un de ses voisins étranges que je vous présenterai plus tard. Elle ne s'entend pas avec sa mère et son père est pas très présent mentalement. Une nuit, elle suit des souris qui la conduisent à travers un tunnel caché derrière une porte à un monde différent. Il est similaire en tout point à celui qu'elle connaît, mais là-bas, ses parents lui offrent ce qu'elle veut et sont gentils. À la différence près qu'ils ont des boutons à la place des yeux. Nuit après nuit, Coraline comprend qu'il s'agit d'un piège, et lorsque son autre mère lui demande de rester pour toujours, elle veut que Coraline secoue des boutons à la place des yeux. Je ne raconte pas plus car sinon ça fera redondant avec l'explication de texte, mais vous avez vu que la relation aux parents, une nouvelle maison et une sorcière cruelle sont deux éléments que partagent les deux histoires. Merci beaucoup. Donc ça aurait fait un super duel, hein, mais ça aurait été assez dommage de pas donner la parole au personnage qui est à la base de tout, Alice. Donc, sauf que pour rester dans la thématique horrifique, j'ai préféré sélectionner une autre adaptation de Alice, plus directe, celle du jeu Alice Madness Returns, sorti en 2011 sur PC et console. Un platformer d'action et d'exploration assez adulte qui fusionne le steampunk de BioShock et le glauque de Lewis Carroll pour raconter l'histoire d'une jeune fille, Alice, qui après avoir perdu ses parents et sa maison dans un incendie, se retrouve prisonnier d'un asile, puis d'une maison de correction dans le Londres victorien. Là où c'est très malin, c'est que l'auteur utilise la perte de raison d'Alice pour dérégler le pays des merveilles qui se tient dans sa tête. Comme son esprit vacille, le monde se détruit aussi. C'est bien gore, c'est bien cruel, c'est vraiment une super trouvaille et je vous invite à y jouer si vous avez les tripes solides. Le personnage d'Alice est froid et détaché. La plupart des dialogues du jeu d'ailleurs sont très étranges. En fait c'est construit pour qu'on comprenne le sens de la phrase mais en utilisant d'autres mots. Je vous détaillerai ça à la fin. Évidemment, il fallait qu'à un moment Alice explose, que sa folie soit un peu palpable, donc elle reste pas froide très longtemps. Donc voilà le trio, tandis que Chihiro accueille Coraline pour un échange sur leurs points communs en premier round, Coraline l'accule de plus en plus jusqu'à ce que les deux tirent profit de leur monde respectif pour mettre l'autre face à ses peurs les plus profondes, souvent liées à leur famille ou alors à leur solitude. Puis arrive Alice qui, non contente de rappeler d'où elles viennent, déconstruit leur petit monde avec de la véritable folie plus de la maladie mentale à ce niveau, exactement comme dans le jeu où la véritable quête du joueur n'est pas tant de trouver qui a incendié la maison d'Alice mais plutôt de réparer les dégâts à l'intérieur de son esprit. Là où ce troisième challenger est important, c'est qu'après avoir vu deux gamines se jeter les pires trucs à la tronche, on voit ce qu'elles auraient pu devenir à travers Alice. Le battle est une sorte de réflexion sur les conséquences de telles épreuves, pour des personnes de cet âge-là, de comment on peut grandir après ça, dans quelle direction aller, surtout quand on ne peut pas compter sur sa propre famille. Je vous invite très sérieusement à regarder Le Voyage de Chihiro et Coraline, ce sont deux chefs-d'œuvre de poésie et d'angoisse, et deux traumatismes d'enfance. Très surpris par le nombre de personnes qui m'ont dit n'en connaître aucune. Bien, attaquons le texte. Quand
on pleure, personne ne s'amène. Nos parents, eux nous parlent à peine. Prisonnières d'une vie sans histoire, nous voilà piégés où les cauchemars règnent. Chihiro introduit sa situation à elle et Coraline, étrangement similaires. Elle plante le cadre et le mood du battle. Je voulais que le début soit en miroir de celui de Franck Contrepan, que ce soit visuellement et thématiquement, sauf qu'au lieu d'accueillir le spectateur dans un monde particulier, Chihiro nous accueille dans leur situation à toutes les deux. On comprend qu'elle parle d'elle et de Coraline, et l'inclut avec elle dans son isolement, afin de les mettre sur un pied d'égalité. Tu vis un déménagement, ignore ton père et n'écoute pas maman. Pénètre un monde effrayant, fuis la sorcière qui détient tes parents. Chihiro chante à partir d'ici afin de créer un contraste. Elle ne liste plus seulement toutes les similitudes entre leurs histoires, mais commence à le reprocher à Coraline. En effet, le film de Chihiro est sorti 1 an avant le livre original de Coraline, et le livre qui a inspiré Chihiro est sorti 27 ans avant. Comme expliqué auparavant, c'est une sorcière qui régit chaque monde où elles sont piégées. Pour Coraline, il s'agit de l'autre mère, qui capture ses parents. Pour Chihiro, c'est Yubaba que l'on voit juste ici. C'est elle qui dirige le palais des bains. Dans la logique des personnages, Chihiro est beaucoup plus sensible que Coraline. Elle a besoin de soutien, d'aide, que lui fournit le sans-visage. Introduit comme dans le film, il tente d'entrer dans le palais des bains. Elle le laisse entrer, ou plutôt ici, il déchire le mur, mais c'est uniquement lorsqu'elle s'énerve qu'il l'imite, absorbant sa personnalité, comme dans l'animé, j'y reviendrai. Garde tes yeux sur ta copie, Coraline, j'ai laissé fermer pour gagner, ça n'a pas suffi. Comme les deux sont inspirés d'Alice au Pays des Merveilles, Chihiro ordonne à Coraline de ne copier que celle-ci, mais pas son film à elle en plus, vu le nombre de ressemblances qu'il y avait déjà. Chihiro infantilise Coraline comme si elle était à l'école dans un jeu de mots entre les deux significations de copie, la copie sur laquelle on écrit, et la copie, le plagiat. Les yeux de Yubaba sont là pour lier les deux séquences sur le « garde tes yeux ». T'as toujours besoin d'un coup de main, surtout depuis que t'as lâché la sienne dans le fond du puits. Dans la continuité de l'idée où Coraline est une mauvaise élève, Chihiro dit qu'elle aurait triché, notamment vis-à-vis de comment elle parvient à sauver ses parents dans l'histoire. En effet, elle lance le chat qui passait par là sur l'autre mère pour fuir. C'est le combat final de Coraline. On a vu plus glorieux et méritant comme fin, surtout que contrairement à Chihiro qui passe un test pour sortir, bah Coraline elle fait juste ça, c'est pas la même. À la toute fin, Coraline se débarrasse de la main de l'autre mère dans un puits qu'il avait suivi chez elle. On pense que c'est fini, malheureusement il s'agit de là où on peut accéder au monde de la sorcière, ce puits. Alors on le sait parce que Pat B décrit que si on tombe dedans, on aperçoit des étoiles de l'autre côté. Et dans l'autre monde, il fait tout le temps nuit. Lorsque la lune est recouverte par l'ombre d'un bouton durant le climax du film, la forme rappelle directement le couvercle qui recouvre le puits. Alors désolé pour ceux qui n'ont pas vu Coraline. Bref, il faudra donc qu'elle l'affronte à nouveau, puisque la menace n'est pas réglée. Comme j'utilise le sans-visage pour aider Chihiro, pour Coraline il fallait un équivalent. Introduire l'autre mère était plus difficile. Je pense que c'était une bonne idée d'y faire référence indirectement, surtout depuis que t'as jeté la sienne dans le fond du puits, elle va adorer tes yeux, etc. On ne prononce jamais vraiment son nom. Le spectateur ne sait pas de qui elle parle jusqu'à la deuxième partie de Coraline, dans laquelle l'autre mère se révèle. Pas aussi bien adapté que ton bouquin, sans ton château aurait perdu plus que tes moyens. Le film est l'adaptation du livre original de Neil Gaiman. Alors Chihiro ne remet pas en question la qualité du film, mais la capacité de Coraline à s'adapter dans des situations et à réussir les épreuves, puisqu'elle obtient de l'aide de plusieurs personnages, notamment du chat qui la guide, lui explique le monde et l'aide constamment. Sans lui, Coraline n'aurait jamais pu sortir. Toutes ces rêves à Carole inutiles, c'est signé sur les pages d'un autre Alain indélébile. Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, est une influence majeure de Coraline. Chihiro, elle, on va dire, a réussi à s'éloigner suffisamment pour ne pas tomber dans les écueils de la comparaison. Ce qu'elle reproche du coup à Coraline, à force de trop réutiliser ce personnage du chat malicieux qui l'aide, le tunnel, la porte de petite taille, les merveilles de premier abord qui se transforment en cauchemar, une reine terrifiante qui veut la mort de la fillette, enfin bref. Chihiro dit que Coraline signe à la place de Lewis Carroll sur le livre d'Alice tellement tout se ressemble. Le vrai visage de cette phrase, enfin l'intérêt de cette punchline, réside dans le fait qu'elle imite Yubaba. Ok, alors accrochez-vous bien. Dans le film de Miyazaki, la sorcière Yubaba fait passer un contrat de travail à Chihiro. Une fois qu'elle l'a signé, Yubaba retire des parties du nom de Chihiro pour ne laisser que le kanji Sen, le kanji l'écriture dans son nom, ce qui signifie que Yubaba se l'approprie et en fait sa servante.
En effet, dans le folklore japonais, posséder le nom d'un esprit revient à en avoir le contrôle, et c'est un truc qu'on retrouve un peu partout. En possédant son nom, Yubaba possède Chihiro. Ainsi on revient à Coraline, en signant son nom sur le livre de Lewis Carroll, Coraline s'approprie son travail. D'ailleurs, Carole inutile, liée de cette manière, laisse entendre Caroline, ce qui est comment les personnages de Coraline l'appellent lorsqu'ils se trompent. C'est un indice caché sur le fait que selon Chihiro, Coraline est une imposteur. Encore un voisin bizarre? Et moi qui pensais les avoir tous vus. Elle nous simule du prestige, mais c'est pas moi la gamine délaissée dans la rue, ouais. C'est au tour de Coraline. Elle emménage au Pink Palace, donc un endroit étrange où ses voisins sont tous plus loufoques les uns que les autres. Elle met Chihiro dans le même panier. Ensuite, elle se moque de l'air supérieur que Chihiro a pris pendant cette première partie. En effet, celle-ci est perdue dans les rues du village des esprits au début du film, alors que ses parents sont transformés en porcs. En gros, le film commence, Chihiro est une clodo. Donc bon, elle repassera avec ses airs, hein. Padby, je t'ai trouvé un cas d'étude. Une limace est dans mon jardin. Plus le temps qu'elle met pour s'échapper. Pas sûr qu'elle tienne jusqu'au matin. Padby, c'est l'ami de Coraline, c'est un garçon bizarre dont la grand-mère est la propriétaire du Pink Palace. Coraline le trouve un peu bête, pour preuve il chasse les limaces du jardin quand la brume se lève. Bon, il fait ça. Coraline évoque les limaces pour parler de la lenteur et du temps passé par Chihiro pour quitter le monde des esprits. C'est vrai qu'elle a bien mis toute une vie pour sortir. La gestion du temps dans le film de Chihiro elle est un peu spéciale. Coraline, elle, a vaincu l'autre mère au bout de 3 jours seulement. Le matin dont elle parle représente le moment quand elle se réveille dans sa vraie maison, après avoir passé la nuit chez ses faux parents. Cela signifie que Chihiro y resterait coincé pour toujours. Tu veux du travail zen? Le plus dur est celui qui reste à faire sur toi en une line. Pas de billet, c'est fini, ton voyage s'achève avec moi. Sen est le nom que Yubaba attribue à Chihiro. Pour survivre, la fillette lui demande de lui donner du travail, vu que la sorcière a fait vœu d'en donner à toute personne qui en demande. Ainsi, elle est embauchée au Palais des Bains comme fille à tout faire, condamnée à ne plus se souvenir de son vrai nom. Coraline lui dit que son plus gros travail est à faire sur elle-même, car là où l'histoire de Coraline traite de la relation qu'elle a avec ses parents, ce n'est pas nécessairement sa personnalité qui va changer, alors que Chihiro se voit maturer à la fin de son aventure. Ainsi, Coraline lui donne la clé pour finir son histoire tout de suite, élément que Chihiro n'achève de comprendre qu'à la toute fin de son voyage onirique à bord d'un train qui la conduit vers l'inconnu. Le train est un symbole très fort du film. Il représente le passage à l'âge mûr chez elle, le changement et l'évolution tandis que défile le paysage. C'est de l'amour que tu veux? Oh, elle va adorer tes yeux qui font que pleurer. Laisse-moi t'aiguiller, voilà des boutons qui peuvent les faire arrêter de couler. On en parle enfin. L'autre mère, antagoniste principale dans Coraline, profite du malheur et de l'envie des enfants du Pink Palace pour les piéger dans un monde merveilleux où tout ressemble à leur vraie famille, mais en mieux. Chihiro, en quête d'aide, pourra y trouver son compte, vu que pendant la moitié du film, elle est perdue, pleure et se plaint. Le clash de ce premier round de Coraline concerne Sen, la partie de Chihiro rendue esclave et qui n'a pas encore pris conscience de qui elle était vraiment. Les boutons sont la marque de fabrique de l'autre mère qui, pour marquer son appartenance, greffe des boutons à la place des yeux des enfants. Il y a donc toute une imagerie liée aux yeux, tandis que ceux de Chihiro pleurent, Coraline l'enjoint à accepter l'offre de l'autre mère pour aller mieux, pour toujours. Comme on parlait du train, j'ai joué sur les mots avec aiguiller, donc ça renvoie à l'aiguillage des chemins de fer pour signifier que Coraline choisit dans quelle direction doit aller Chihiro, mais aussi à l'aiguille avec laquelle elle doit se coudre les yeux. Ah ouais non mais Coraline c'est trash, c'est trash. Insecte, écrase, saleté cette fois, va t'en laver les mains. Le ton monte, on sent bien que Chihiro réagit avec colère. Du coup le sans-visage a changé, c'est un personnage connu pour refléter l'état de ceux qui l'absorbent. Bref, l'insulte insecte est intéressante, parce que la figure de l'insecte est omniprésent dans l'univers de Coraline. Il symbolise l'autre mère, qui est à la fois une araignée qui tisse sa toile, et une menthe religieuse dangereuse. Leur présence signifie le danger. Au début du film, Coraline écrase plusieurs bébêtes avec sa main dans sa salle de bain, ce qui montre son peu de respect pour la nature, thème très cher à Miyazaki, l'auteur de Chihiro. Écrase a ici 2 sens évidemment, elle l'utilise aussi pour lui dire de la fermer. En te voyant faire, en fait, je sais pourquoi les vieux souillés tiennent tant à pondre un bain. Chihiro fait remarquer que Coraline est constamment crade, dans la boue, sous la pluie, etc., tandis que tout est question de purification dans son film. Elle travaille dans des bains, déjà, et pour le compte des esprits, yokai et kami. Miyazaki y dépeint un monde putrifié par les hommes, où les dieux de la nature, forêts détruites, rivières polluées, viennent se ressourcer. C'est un vrai pamphlet contre la pollution de l'homme moderne.
Coraline, humaine inconsciente, fera donc tellement de bêtises que les dieux y viendraient en partie par sa faute. Remercie Spattle qui pour faiblesse de laisser rentrer des no-face au Panthéon. Il pleut dehors, ramasse-le. Fais-toi l'amour des deux mers pour le prix d'un bouton. Le sans-visage, aussi appelé le no-face, est un esprit masqué et solitaire que Chihiro laisse entrer par charité, un jour de forte pluie, dans l'enceinte du temple où elle travaille. Ici, le no-face, c'est Coraline, le perso inconnu qui doit sa renommée au fait que Chihiro est dans ce battle. C'est le premier film d'animation japonais à recevoir un Oscar du meilleur film de cette catégorie. Chihiro laisse rentrer Coraline dans son monde de succès, comme elle le fit pour l'esprit. Dans le film de Chihiro, le sans-visage avale tous ceux qui se montrent cupides, avec le faux or qu'il leur donne. Chihiro prend Coraline pour un de ses crapauds qui se jette sur l'or sans réfléchir, argent avec lequel elle lui dit qu'elle pourra s'offrir enfin l'amour d'au moins une de ses deux mamans, puisque aucune de ses mères ne lui témoigne de réels signes d'affection, le bouton étant la condition sine qua non pour que Coraline reste dans le monde avec l'autre mère. Bon, c'est vrai qu'il y en a une qui s'en occupe pas et l'autre qui veut la manger. Ouais, change de maman, Coraline. Voilà nos trois gamins du cimetière. Chihiro parvient à libérer le corps d'un esprit de la rivière, dans le film, qui s'est échangé en esprit putride à cause de la pollution. Plus tard, elle rappelle son nom à Aku, un dragon qui la protège, et le libère de l'emprise de Yubaba. Elle fait prendre conscience aux dieux qu'une humaine est parvenue à sauver leur établissement. Et de son côté, Coraline, elle aide 3 enfants déjà morts à partir en paix, c'est bien. C'est moins bien quand même, ouais, c'est moins bien. Tu vis près d'un russe irabe, il faut pas paniquer, c'est ton chat, donc ça demande à Molière. Un voisin de Coraline, monsieur Bobensky, est un russe étrange qui monte un cirque de souris. Alors, il se trouve, si on observe bien le personnage, qu'il porte un badge des rescapés de Tchernobyl, ce qui expliquerait sa couleur de peau bleue. Chihiro se moque de la santé mentale de Coraline en disant qu'il ne faut pas s'étonner en habitant près de ce gars si son chat se met à lui parler. Parce que dans le film, aucune raison n'est donnée dans l'histoire si ce n'est que le chat sait parler dans l'autre monde. La langue de Molière est une des appellations pour parler de la langue française. Donc le jeu de mots fonctionne avec l'expression « donner sa langue au chat ». Selig dans l'ombre de Burton. Miyazaki casse la concurrence. Henry Selick est le réalisateur de Coraline et de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Malheureusement, son nom est évincé par celui plus vendeur de Tim Burton sur ce dernier projet, tandis que Miyazaki n'a littéralement pas son équivalent à l'international. C'est une line assez facile, mais j'aime beaucoup parler des réalisateurs dans ma vie. Moi, c'est mon kiff. Je regarde dans la vie ta personne. Aimé par un dragon depuis mon enfance. Ensuite, Coraline, tout comme Chihiro, a dû abandonner tous ses amis pendant le déménagement. Alors bien qu'elle s'en fasse de nouveau parmi les voisins et Padby, Coraline reste extrêmement seule. Alors déjà, Padby n'existe pas dans le livre original, c'est un ajout du film. Et ensuite parce que Chihiro, elle, bénéficie de la protection d'un kami, de Aku. On apprend d'ailleurs à la fin du film que petite, Chihiro faillit se noyer dedans, dans la rivière, mais qu'elle fut sauvée par un dragon. Et ce dragon, c'était Aku. Cette scène de souvenir marque le moment où Sen se rappelle de son nom et libère Aku de l'emprise de Yubaba. Le dragon lui révèle alors qu'il n'a jamais cessé de veiller sur elle. C'est mignon. Tes parents vendent un herbier, c'est dommage qu'ils ne savent pas jardiner. Avec toi, ils ne prennent pas de gants à tel point que ta mère ne peut même pas t'en acheter. Chihiro va comparer Coraline à une fleur dans toute cette strophe. Elle ne paraît pas plus méchante que ça, mais vous allez comprendre pourquoi c'est la partie la plus difficile que j'ai jamais eu à écrire. Ok, tenez-vous bien. Les parents de Coraline sont créateurs d'un bouquin sur les plantes, donc un espèce d'herbier, mais reconnaissent n'avoir jamais jardiné de leur vie. C'est du gros hypocrite sa mère. Rappelez-vous que la fleur, dans cette strophe, c'est Coraline. Chihiro utilise cette image pour dire qu'ils ne se sont jamais occupés de leur fille, n'ont pas pris de gants avec elle, image signifiant qu'ils sont trop pragmatiques dans leur éducation puisque prendre des gants signifie y aller en douceur. Mais c'est aussi pour rappeler la paire de gants que Coraline veut à tout prix, mais que sa mère ne peut pas acheter parce qu'ils n'avaient pas vendu leurs livres, parce qu'ils sont pauvres. Petite fleur toute fanée aux pétales rongés partira le soir. Ton suicide à 13 ans n'aurait rien d'étonnant. Ton papa en larmes devant son arrosoir. Chihiro développe cette image de la fleur négligée. Elle dit que si Coraline est ignorée, elle finira par mettre fin à ses jours, comme une fleur fanée qu'on oublie d'arroser.
que si ses parents ne prennent pas correctement en charge le support émotionnel dont elle aura besoin après tout ça, il y a de fortes chances que Coraline, se tue quoi. L'arrosoir du père est une image assez évidente de sa responsabilité, mais aussi rappelle que dans le film, c'est lui qui s'occupe du jardin, dans l'autre monde, qu'il décore à l'effigie de Coraline vue du ciel. Donc c'est ce qu'on voit ici dans le montage. Pour finir, les rats sont les créatures qui attirent Coraline dans le tunnel de l'autre mer. 2 jours ressemblant à des petites souris, elles révèlent leur vrai visage de l'autre côté. Quand j'ai expliqué cette line, donc tous ces bails de suicide à Kitty Rani, la voix de Chihiro, j'avoue qu'elle a eu un peu de mal, c'était pas facile émotionnellement, donc bravo Kitty. Je te regarde à travers ta pierre, je n'y vois rien qu'un petit morceau noir. Le vieux Kamadi s'enserre et crois-moi quand ça fond dans son feu, c'est pas beau à voir. Coraline obtient une pierre trouée à travers laquelle elle peut voir où se trouvent les âmes des enfants morts durant la dernière partie du film. Les âmes, les yeux, je sais plus très bien. Cette séquence est à la toute fin lorsqu'elle propose un jeu à l'autre mère. Elle devra libérer ses parents si Coraline parvient à trouver les 3 âmes avant que la lune ne soit recouverte de ténèbres. Dans le battle, Chihiro l'utilise sur Coraline, mais ne voit qu'un vide, donc Coraline n'a pas d'âme. Je l'ai formulé par petit morceau noir en référence aux boules de suif, ce sont des petites créatures dans le film de Chihiro qui servent sous les ordres du vieux Kamaji, dans le but de faire fonctionner la fournaise des bains. Chihiro dit qu'au fond d'elle, Coraline est vide, seule, et que toute cette peine suffirait à alimenter les flammes qui nourrissent tout le palais où elle travaille. Le fruit d'une courge et d'une asperge, devant s'est battu, vu ta tête en forme de poire. Chihiro se moque du design exagéré des personnages dans Coraline, en évoquant la forme du père dans l'autre monde, une grosse courge qui aurait pris vie, puisque dans l'autre monde, seule la mère est réelle, les autres sont tous fabriqués à partir d'objets, de légumes ou de poupées. Lorsqu'elle se transforme parce qu'elle est énervée, l'autre mère est immense et toute maigre. Donc facile pour Chihiro d'insinuer que Coraline se fait battre pour avoir une tête aussi déformée. Il m'a fallu taper, grandir, fumer ma victoire, quand t'as que taper pour quitter ce côté du miroir. Chihiro compare les leçons apprises à la fin pour chacune. Alors Coraline n'a dû que taper des créatures et se laisser guider pour au final simplement apprendre à apprécier ses parents. Tandis que Chihiro a subi une longue et immense leçon de vie. Elle apprend qui elle est déjà, comment son monde fonctionne, et elle apprend à laisser derrière elle l'enfant qu'elle était. Le miroir, lui, symbolise ce passage important chez l'héroïne, sa transformation, depuis le roman De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui est la suite de Alice au pays des merveilles. En fait, dans ce bouquin, Alice s'y trouve changée et apprend des leçons de vie. Cette épreuve inhérente aux œuvres qui en découlent, comme le film de Chihiro ou le livre de Coraline, s'en inspire directement. Le miroir est également là où Coraline se fait piéger par autre mère et doit donc en sortir. Comme vous avez pu le constater, Chihiro a un texte au final très sombre et acide quand on comprend de quoi elle parle. J'ai pas pour habitude de faire des punchlines aussi difficiles d'accès, mais les arguments fonctionnent mieux comme ça je trouve. Tu t'es mal conduite, t'as franchi les bornes au bord de la route à 2 têtes. Viens dans l'autre monde, cette fois tu voudras tout oublier, puis parfaite. Coraline prévient Chihiro qu'elle est allée trop loin et s'apprête à pénétrer dans un monde dangereux. C'est une référence à la scène d'intro du film où Chihiro et ses parents s'arrêtent près d'un tunnel où se trouve une borne représentant un kami à 2 têtes. Le jeu de mots sur dépasser les bornes et sur franchir la limite. Quand elle parle de tout oublier, ça provient aussi du film de Chihiro, au même endroit mais à la fin cette fois, quand Chihiro ressort de son aventure. En fait elle a tout oublié, donc on est en droit de se poser la question, a-t-elle retenu toutes les leçons du film ? Ce que t'as vécu c'est rien. Ici les fleurs t'arrachent la chair et croquent les tendons. Tout ce que t'aimes devient douleur et démon, dévoré vivant au cœur de la maison. Coraline compare la violence subie dans leurs 2 aventures. La sienne est beaucoup plus trash quand l'autre mère piège des enfants en déguisant tous les gens qu'ils aiment et leur environnement, et puis ensuite révèle le vrai visage lorsqu'elle s'affaiblit ou elle se met en colère. Enfin je veux dire, on parle quand même d'enfants enlevés à qui on coud des boutons sur les yeux, bordel. Les fleurs, elles aussi, se révèlent dangereuses quand Coraline n'est plus émerveillée. Elle l'attrape par les pieds et tente de la bouffer. Donc il y a cette idée de révélation horrible de ce faux monde où tout n'est que du faux, du fake, quand l'enfant réalise le danger. J'ai les pieds dans la boue, les tiens sont dans la merde. Alors que tu cherches tes lardons, on les engraisse pour que leur cœur s'arrête. Mais tes objets t'ont jamais aimé de toute façon. Coraline répond à la line de Chihiro sur la saleté. Tant qu'elle patauge dans la boue, Chihiro recherche ses parents Chihiro recherche ses parents parmi les porcs. Elle rampe, nettoie la crasse du corps des dieux, patauge dans les excréments. Quand Coraline parle de leur cœur, elle parle de leur amour pour leur fille.
Coraline les compare donc au super cochon du film Okja, dans lequel une gamine part à la rescousse de son ami cochon, capturé par une entreprise qui pour le coup lui vouait un immense amour. Contrairement aux parents de Chihiro qui, eux, ne connaissent aucune rédemption à la fin de l'histoire. Remercie-moi, scène, puis tout ce que tu bouffes impossible que tu t'effaces. Parce que pour survivre, ta première partie, c'est pas ce qu'il y a eu de plus efficace. On continue sur l'image de la viande, cette fois-ci référence directe au film où Chihiro doit avaler une nourriture issue du monde des esprits si elle ne veut pas disparaître. Ici, elle bouffe les coups de Coraline les uns après les autres, donc j'utilise différentes définitions du terme bouffer pour de la grosse ironie bien salée. Coraline remet ensuite en cause le calme de l'introduction du battle qu'avait fait Chihiro, qui n'est pas très utile selon elle. Moi perso j'aime bien, mais je m'étais dit que tout le monde évidemment ne serait pas d'accord et pourrait se retrouver dans cette critique. Un train de nuit départ pour les étoiles, à l'arrivée du sera changé. En 3 lunes, j'ai récupéré 2 âmes, comme si j'avais 5 identités. Hey. Comme je l'ai dit, Chihiro emprunte la voie vers la maturité dans une scène avec un train. Ici, c'est une référence au film Le Train de nuit dans la Voie lactée, un récit très onirique où les protagonistes empruntent également un train dans une leçon de vie. Coraline compare le temps que met leurs 2 voyages initiatiques, réglés en 3 nuits pour elle, qui sauvent l'esprit de ses 2 parents en peu de temps. Identity V est un jeu récent, directement inspiré de l'ambiance de Coraline, ce qui démontre la capacité de la gamine à se démultiplier à travers ses influences, bien plus que Chihiro. D'autant qu'au final, Coraline sauve 5 personnes cette nuit-là, à savoir les 3 âmes et ses 2 parents, et dans la phrase « 3 lunes plus 2 âmes font 5 ». C'est simplement une manière logique d'amener les mots dans la phrase. Le score est moins bon, tu gardes aucun souvenir à la fin, t'as accompli quoi? C'est moi la poupée, mais c'est toi qu'on anime que pour des enfants, petite moi. C'est la critique facile faite au film de Chihiro. La fin paraît creuse à beaucoup après un tel voyage. Enfin, Chihiro ne se souvient plus de rien, ses parents non plus. À quoi bon avoir vécu tout ça au final? A-t-elle changé quelque chose dans le monde réel? On ne sait pas. Mais ça j'en ai déjà parlé. Étant animée en stop motion, Coraline est dans la réalité une petite poupée articulée. Mais son film cible un public bien plus âgé que celui de Chihiro. Ironique pour un jouet attribué généralement aux petits. La poupée est surtout une figure importante de son film, puisque c'est par une poupée ressemblant aux enfants que la sorcière espionne les occupants du Pink Palace. Coraline rabaisse Chihiro en lui disant qu'elle n'est que sa version en plus petit, destinée aux plus petits, en utilisant le nom de sa poupée, qui est Petite Moi. Imperméable à son rap, c'est l'appli qui ne fait que glisser sur mon ciré. Un bébé braillard à grosse tête, en fait c'est toi qu'elle aurait dû métamorphoser. J'ai failli finir sur J'en ai rien ciré, mais c'était nul. Alors Coraline est connue pour porter son ciré jaune sous un temps constamment pluvieux. C'était une petite punch sympa, un peu générale. Elle lui dit en gros que ses punchlines ne l'atteignent pas tout simplement. Elle compare ensuite Chihiro au fils de Yubaba, qui est un énorme bébé chauve qui chiale tout le temps. Chihiro, elle aussi, a une grosse tête et se plaint beaucoup au début du film. D'ailleurs, à la fin, Zeniba, qui est la sœur de Yubaba, transforme le bébé en petit animal pour qu'il apprenne la valeur de son vrai corps et parte voyager. Coraline dit que c'est ce qui aurait dû arriver à Chihiro, vu comment elle se comporte au début du film. Tes parents n'ont pas changé, donne-le-moi, c'est la vie, un bisou après style. Ta meilleure mère n'est même pas la tienne, mais rien qu'une random collègue à ton travail. Puisque ses parents n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, impossible que leur relation s'améliore après ça. Contrairement à Coraline qui, même si ses parents ne savent pas non plus vraiment, a réussi à changer vis-à-vis d'eux et forme une vraie famille avec. Plusieurs fans émettent l'hypothèse que Chihiro va rencontrer Aku un jour et se souvenir de tout à cause de son élastique à cheveux qu'elle ramène du monde d'où elle vient. Si c'est le cas, bonne chance pour faire croire ça à ses parents. La véritable formatrice de Chihiro, Lin, est ce qui se rapproche au mieux d'une mère. Elle l'a aidée, l'encourage et la protège jusqu'à son départ. Elle ne la reverra jamais. Elle ne s'en souvient pas. Vous voyez mieux où est le problème? Bon voilà, j'espère que cette explication n'est pas trop répétitive. Maintenant que c'est match nul, Alice intervient. Chihiro l'a-t-elle vraiment vécu? Coraline l'a-t-elle vraiment vaincu? Entrez dans l'antre de la folie, vu qu'aucune de ces questions ne sera répondue. Alice les accueille dans son asile du 19e siècle et se pose ces questions, les mêmes questions que les spectateurs à la fin des 2 films. À en devenir fou, puisque personne ne saura jamais, ce qui est illustré dans la phrase par L'antre de la folie, un film de John Carpenter. Ce film raconte l'histoire d'un enquêteur très sceptique qui va vivre une aventure horrible qui remet en doute ce que le spectateur peut comprendre, ainsi que jusqu'où peut aller la conception de la réalité. En fait, jusqu'à être traité de fou, ou même le devenir à l'image de son protagoniste. Je tire mes monstres du chapeau, sous mes cheveux c'est la foire au lapin et dodo. D'un coup de glaive, je m'ouvre le cérébral, j'enquête dans ma tête avec le vorpal.
Le pays des merveilles est ici celui de la folie, celui du jeu Madness Returns. À partir d'ici, le texte d'Alice c'est comme les dialogues du jeu. Ils ont du sens évidemment, mais emploient des raccourcis, voire même empruntent d'autres mots à d'autres phrases. Alice leur dit que ces démons à elle proviennent de sa propre tête et pas d'une menace extérieure, contrairement à Coraline et Chihiro. Chapeau, Lapin et Dodo sont 3 icônes du conte original et peuplent le pays imaginaire. Durant le jeu, elle tente de comprendre son passé en plongeant dans son esprit torturé, ce qui affecte le visuel glauque de ses amis imaginaires, d'où le fait qu'elle parle de son cerveau. Son arme principale est le glaive Vorpal, une lame de grande taille qu'elle utilise pour tuer les ennemis dans le jeu. La folie, c'est mon pays. On y est à l'envers, mais pas vraiment comme vos copies. Grosse pique au fait que l'univers d'Alice est à l'origine de toutes les histoires où un monde caché au nôtre se dissimule, avec un tas de créatures étranges dans lesquelles va se dérouler un voyage initiatique pour une petite fille. On y est à l'envers est ici aussi pour rappeler le sans dessus-dessous qui règne dans le pays imaginaire, notamment lorsque l'on tombe dans le terrier du lapin blanc. Ici, pas de maman ni papa. Ils ont brûlé il y a longtemps et ma maison aussi. La question est vite réglée, les parents d'Alice sont morts dans un incendie. Le principe du jeu est de savoir pourquoi et comment. Elle est donc beaucoup plus en danger et seule que Chihiro et Coraline. Ils sont cochons de parents. Je mitraille tous les grands pour un pique-nique. Piégé par le reflet. Mon copyright est donc dispo dans toutes les boutiques. Elle s'adresse à Chihiro pour se moquer de l'aspect de ses parents, puisque dans le jeu Madness Returns, il est possible de tirer sur des groins volants pour débloquer des bonus sous la forme d'un panier de pique-nique. Alors ça sort pas de nulle part non plus, il s'agit d'éléments présents dans le conte original. Mais ici, le pique-nique obtenu par Alice fait écho à toute la nourriture engloutie lors du banquet par les parents de Chihiro. Puis elle se tourne vers Coraline. Reprenant la punchline finale de Chihiro, Alice pète un câble sur le fait que les éléments de son livre sont repompés ici et là par énormément d'œuvres de fiction, notamment le fait d'être piégé derrière un miroir, pas vrai Coraline? Pour finir, un copyright, c'est l'ensemble des droits de propriété intellectuelle d'une œuvre. Mon chat le premier de bons conseils, le Jabberwock bouche en sushi. Le chat de Cheshire est la figure originale du chat qui va aider, aiguiller la fillette en devinette, aux arrière-pensées un peu louches. C'est complètement repris dans Coraline sans beaucoup de pincettes. Elle compare ensuite la légende du Jabberwocky, qui est un monstre mythique inventé par Lewis Carroll, à celle des kami japonais, notamment celle de Haku, du vrai nom Kohaku, qui est l'esprit rattaché à une rivière qui fut en fait rebouchée par les hommes pour y construire une ville. Le Jabberwock est un monstre mi-dragon, mi-rat, qui détruit la forêt dans laquelle il vit, donc normal qu'il lui soit supérieur en dangerosité, vu que le dragon représente la nature. C'est une façon à Alice de montrer qu'elle n'a aucun respect pour rien. De filles qui se plaignent avec toute leur tête, du moins pas si la reine ne l'a pas permis. Au final, Coraline et Chihiro n'ont pas vraiment de quoi se plaindre, elles sont encore en bonne santé, elles retrouvent leurs parents et n'ont pas perdu la boule. Du moins, si la reine de cœur qui règne sur le pays des merveilles ne la leur coupe pas avant, puisqu'elle est réputée pour guillotiner ses sujets. Ici, c'est Alice la reine. Une phrase bien habillée pour leur dire d'arrêter de se plaindre. C'est l'hystérie dans le train du malheur, je suis comme ça, on peut pas me stopper. Je peux rétrécir à vos niveaux mes fleurs, mais au moins elles savent chanter. Ok, on est à la fin. Alice parle du train lancé à vive allure dans le pays de la folie, donc dans le jeu, qui casse et détruit tout sur son passage. Le train symbolise la maladie d'Alice, là où le train pouvait aussi symboliser un voyage ou une transformation dans les autres œuvres. Alice dit ensuite que pour se mettre à leur niveau, elle peut rapetisser. Alors c'est une référence au conte original dans lequel Alice boit un élixir pour diminuer de taille, qui est en fait devenu une de ses capacités dans le jeu Madness Returns. Elle les appelle mes fleurs, puisque Chihiro n'a cessé de comparer Coraline à ça, mais les fleurs ont également une place dans le conte de Alice, où elles se mettent à chanter en chœur. Un beau moyen de rapetisser leur ego respectif à travers la ligne des fleurs, même si Alice se force d'être à leur niveau, elles ne seront toujours pas à la hauteur. Ultime pique sur le fait qu'elle rappe moins bien qu'Alice qui, elle, sait chanter. Waouh, le texte est fini. Oh, c'était dur. Alors j'espère que j'ai été suffisamment clair, que c'était pas trop obscur pour être trop obscur. Pour changer un peu avant la partie du montage, je vous propose d'écouter l'équipe qui va vous parler du travail qu'il y a eu sur le son. Comme ça vous ferez un peu connaissance avec eux. Zen va vous présenter l'instrumental et Green le mixage. Bonjour, bonsoir, c'est Green for Music, le mixeur actuel des RBG. C'est ma première interaction avec vous en tant que mixeur sur cette chaîne, alors je vais essayer d'être le plus clair possible en vous parlant des points mixage du RBG 27. On va voir ensemble 3 grands points, le mix de Chihiro, puis celui de Coraline, et enfin, vous vous en doutez, le mixage d'Alice. Sans plus tergiverser, entrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Première partie, Chihiro. Le mixage de Chihiro est celui qui m'a demandé le plus de temps. Je vous passe les détails sur le cleaning d'Eric, c'est pas très passionnant. Pourquoi ai-je passé plus de temps dessus ?
D'abord, il faut savoir que les parties de Chihiro n'avaient au premier abord pas assez de punch. C'est pourquoi Mado et moi avons décidé, après concertation, d'y ajouter quelque chose de plus fantastique. Mais commençons dans un premier temps par la ligne sur le déménagement, puisque j'ai vu qu'elle avait plu à plusieurs personnes. En fait, à la base, elle était composée d'un seul enregistrement chanté, mais on a trouvé pertinent de l'harmoniser à l'octave pour y ajouter de la couleur, et ça a bien marché, on était vraiment satisfait de ça. Et ensuite, et sûrement le plus gros point du battle, on a instauré une dualité entre Chihiro et le sans-visage, interprété par Narjita Calcote, pour soutenir ces parties qui manquaient d'énergie et ajouter le côté sombre qui manquait à la performance seule de Chihiro. Le sans-visage va de simples bruitages ou ad-libs, comme au couplet 1 dans la partie chantée, jusqu'à carrément chanter avec le challenger dans le couplet 2, en responsorial. C'est lit dans l'ombre de Burton. Miyazaki casse la concurrence. Je regarde dans la vie de personne. Maintenant qu'on a fini avec Chihiro, passons au deuxième challenger, Coraline. Il y a moins de choses à dire sur le mixage de Coraline que ce que je pensais. Je vais commencer par faire un mea culpa, car sur le premier couplet, la reverb vocale se sent un petit peu trop au début. Bien qu'elle aide à se mettre dans l'ambiance, mais bon, elle se sent un petit peu trop. Coraline avait des backs et des adlibs super intéressants à mixer. Comme Chihiro, on a voulu s'éloigner du côté gamine pour l'imbiber de l'essence dark et creepy de son film. Et vous pouvez vous en rendre compte, surtout dans le couplet 2, où je me suis occupé de doubler sa voix directement pour appuyer ses phrases et lui donner un timbre plus grave. On aime ou on n'aime pas, en tout cas, je trouve que l'ajout de certains adlibs ou de rire donne un côté bien plus effrayant que la perf ne l'est quand la voix est seule. Nous voilà rendus au terme de notre voyage dans le mix du battle, et on se laisse sur une petite analyse des éléments du mix d'Alice. Il y a encore moins de choses à dire sur ces parties car le personnage en lui-même se veut effrayant. On n'a pas eu besoin d'y rajouter des graves. Peut-être qu'un boost de volume ne lui aurait pas fait de mal. En tout cas, ses rires sont de très bonne facture, avant et pendant la performance. Sur certains backs, on a essayé d'ajouter un effet de saturation avec une distorsion, mais certains ne rendaient pas vraiment comme je voulais. Je pense que le mixage d'Alice en lui-même, bien qu'il diffère légèrement des deux premiers, est plutôt réussi. En conclusion, ce battle est probablement un des mieux réussis niveau audio dans mon palmarès. J'ai relevé peu de bruit parasite sur le mixage final, que je n'ai pas pu retirer parce que je suis pas non plus Dieu. Et chaque perf a une identité propre qui rend le battle assez agréable à écouter. Bah, c'était tout pour moi. Je te laisse la parole, Mado. Gros bisous les gens. Bisous. Merci beaucoup les gars. Passons à la catégorie montage. Alors déjà on note l'avertissement en début de vidéo. Vu les nombreux flashs de la partie 2 de Coraline, je me suis dit que c'était quand même une bonne idée. Et puis ça fait un peu plus peur quand on lance. Le plan du logo est construit à partir de plusieurs calques que m'a fait Éclat, dont le ciel et la lune. Il fallait un mood qui marche pour les deux personnages et qui évoque un peu Halloween. Je trouve que ça ressemble pas mal à Franck Contrepan, mais au moins ici il y a une vraie construction de l'image, genre tous les arbres que vous voyez sont eux aussi des calques que j'ai animés à la main. Pour les titres des deux persos, j'ai utilisé un mode de fusion différent que d'habitude pour leur donner cet aspect un peu spécial. En réalité, j'utilise énormément les différents types de fusion depuis Poté contre Meta Knight, et sur ce battle, j'ai vraiment tenté un maximum de trucs. Alors pour ceux qui savent pas, les modes de fusion sont différents types d'incrustation d'images sur une autre. Il y a les fusions de couleurs, les fusions linéaires, les fusions en silhouette, etc. Les possibilités sont vraiment infinies. J'ai voulu créer un peu plus de mise en scène que d'habitude. Dès le GAO, qui d'habitude se contente de fade out et basta, ici on tombe dans le terrier du lapin d'Alice, comme au début du conte. Alors c'est une façon d'introduire subtilement la présence de Alice dans le battle, mais surtout de faire ressentir au spectateur la sensation d'entrer dans un monde différent, donc celui du rap battle, exactement comme les personnages. Les objets ici sont tous issus du pays des merveilles, il y a la montre du lapin, des cartes ainsi qu'une tasse de thé. Le plan finit sur une silhouette de Chihiro qui est en train de tomber pour signifier que cette action la concerne maintenant tout autant que le spectateur. Le plan qui représente Chihiro présente l'extérieur de la ville des esprits. Un peu comme Franck Contrepan, Chihiro nous accueille dans son monde et on va y pénétrer petit à petit, sauf qu'ici c'est dit par le montage et pas par le texte. Les trois têtes sont les créatures qui servent la sorcière Yubaba. Ce sont des yokai, des esprits malins du folklore japonais. Remarquons cette transition à partir de la silhouette du sans-visage. C'est une des utilisations possibles des modes de fusion. Là on entre dans le palais des bains, donc on voit le sans-visage entrer limite par effraction. Pour rappeler son côté exclu du film, il n'arrive que lorsqu'il back Chihiro. Le personnage derrière les portes de l'ascenseur est un esprit client de là où travaille Sen. Il est présent dans une séquence où elle se rend chez Yubaba par cet ascenseur justement. Quand Chihiro parle du livre de Coraline, tout devient noir et blanc et les lignes ressortent comme une illustration sur une page. Puis, comme Chihiro accuse Coraline de tout piquer à Alice, le chat de Coraline se change en chat de Cheshire, celui d'Alice, pour venir ensuite sur son épaule.
C'est comme si Chihiro prenait déjà Alice de son côté. Alors qu'on verra à la fin du battle, elle est du côté de personne. Salut tout le monde, je suis Ekla, le dessinateur des décors du dernier Rap Battle of Ga. Ce RBG fut très important pour moi car il m'a permis de me spécialiser vraiment dans la conception de décors. Et là où dans Meta Knight contre le chapeauté, mes décors je les trouvais bien mais sans plus. Ceux pour Chihiro contre Coraline, j'en suis vraiment fier. Merci en tout cas pour vos retours. Le décor qui représente le pont très connu du voyage de Chihiro est le décor qui m'a pris le plus de temps à faire. Un seul calque représente ce décor. On a pas mal hésité avec Madou si on voulait que le décor représente le pont vers la ville ou vers l'usine où travaille Chihiro. Le choix étant fait lorsqu'on a remarqué qu'il n'existait pas de belles images représentant le plan du village vu de l'extérieur. Afin de rajouter de la profondeur, on peut remarquer certains éléments étant floutés, comme l'arc jaune ou encore les deux maisons sur la gauche. Merci Ekla. Transition chauve-souris, bim! Pas innocent puisque dans Coraline, l'autre monde comporte des chiens chauves-souris. Tous les personnages autour du Pink Palace sont les voisins dont parle Coraline. Ce plan fait directement référence à cette image. Alors c'est lorsque Coraline et Patby se débarrassent de la main de l'autre mère au fond du puits à la fin du film. Le fait que l'on tombe dedans rappelle également le terrier d'Alice. Nous voici face à la petite porte du mur du salon de Coraline. Dans le film, il mène à l'autre monde à l'aide d'un long tunnel coloré que voici. Je trouvais intéressant de m'en servir comme background de rap, mais pas seulement d'un moment de transition, puisque les cercles peuvent bouger et tout. Comme vient de vous le dire Madou, ce décor représente le portail qu'utilise Coraline pour passer du monde réel vers l'autre monde. Ce background est divisé en 4 parties afin que Madou puisse faire des effets nettement plus sympathiques qu'un simple zoom avant-arrière sur une image fixe. Nous avons, du premier plan jusqu'au dernier, un calque avec les 2 anneaux les plus proches, le suivant avec 3 anneaux avec une teinte violette, le dernier du tunnel avec de nouveau 3 anneaux bleus, et enfin le mur vu de l'intérieur du tunnel. 2 versions de ce mur existent sur ce calque, une où la porte est fermée et une autre où la porte est légèrement entrouverte. On voit de nouveau la silhouette de Chihiro qui tombe, pour rappeler celle qu'on a vue au début du battle. Et ici on arrive au plus beau background du monde. Merci beaucoup du compliment. Ce paysage est tout de suite repris d'une des affiches de Coraline où l'on voit justement sa maison avec un arbre représentant une main et une lune en forme de bouton. Le décor que j'ai fait est composé de 3 couches, une avec le ciel et la lune, une avec le sol et la maison, The Pink Palace, et une couche avec l'arbre en forme de main. Nous avons décidé avec Madou de faire 2 lunes, une pleine et une en forme de bouton. D'ailleurs, les 2 lunes sont utilisées plusieurs fois dans le battle sans être utilisées avec ce décor, comme dans l'intro du RBG. Alors, petite explication pour les insectes ici. Je voulais appuyer au montage ce que j'ai dit dans l'explication de texte, que en gros, Chihiro fait allusion à toutes les bestioles que Coraline écrase au début du film, ainsi qu'aux insectes présents dans l'autre monde. Ici, il s'agit du kami que Chihiro libère de la crasse qu'il a accumulée à cause des humains. Une fois purifié, son visage sort de l'eau et il prend la forme d'un dragon pour s'enfuir. Mais c'est pas Aku, c'est juste celui qu'elle soigne, on va dire. Ici, de nouveau le No-Face qui fait coucou alors qu'il est censé être interdit d'entrer. Les boutons sont les yeux des êtres dans l'autre monde. Et le sourire vient rappeler la présence de l'autre mère, tout en faisant une référence au sourire du chat de Cheshire. Ici, on voit les 3 enfants tués par l'autre mère dans le passé. Ce sont eux qui demandent à Coraline de retrouver leurs yeux. Je trouvais intéressant de créer cette dynamique d'image dans l'image, puisque le texte parle de personnalité dans l'ombre des autres. Donc Tim Burton dans la silhouette de Hayao Miyazaki. Le visage chelou qu'on voit ici, je vous l'avais dit, c'est le jardin de l'autre père qui est à l'effigie de Coraline, vue du ciel. Et ici, une des souris de Monsieur Bobinski, qui fait partie d'un cirque. J'adore ce décor très épuré. Celui-ci représente le train qu'utilise Chihiro pour aller rejoindre la sœur jumelle de Yubaba. De nouveau, 3 calques sont superposés sur ce décor. Le ciel avec la petite lune, les nuages orangés comme durant le crépuscule, et le train, avec pour tous ces calques leurs reflets sur le sol car ce train voyage sur l'eau. C'est pour cela qu'on peut voir des éclaboussures sur les roues du train. Le train étant séparé du reste, Madou a pu s'amuser à faire bouger le train comme il le voulait, ou aussi faire tourner la tête du spectateur avec ses jeux de reflets. J'aime bien l'idée que les boules de suif sortent du corps de Coraline, comme si elle était faite de poussière. Et ça symbolisait bien ce que dit Chihiro. Le principe de cette transition miroir repose sur la façon dont il pivote. Chihiro dit que Coraline est piégée de l'autre côté, elle n'a qu'à le casser pour sortir. Coraline montre donc que Chihiro, elle, en est parfaitement incapable et en reste prisonnière. Faire une séquence cauchemardesque où tous les persos ont des boutons à la place des yeux, c'est une envie irrésistible pour toutes les personnes qui font un battle avec Coraline. Noaki m'a donc apposé des boutons sur chacune de ses figures, voire carrément modifié tout le dessin pour un mood un peu plus horrifique. Non mais regarde-moi cette bouille quoi.
Ici c'est un symbole d'araignée qui se calque en silhouette puisque l'Outremer est une sorte de grosse araignée. C'était pour marquer l'entrée dans le vrai cauchemar. Comme les insectes de la maison de l'Outremer sont très colorés, que le décor est assez sombre, et il y a un jeu de lumière intéressant dans le film, c'est pour ça que j'ai insisté avec ce côté clignotement jusqu'à clairement évoquer des néons. Je voulais faire un effet flippant avec la cam qui bouge vraiment partout dans la pièce, jusqu'au couloir où arrive l'Outremer qu'on voit pour la première fois. Voici le décor qui représente le salon de Coraline. Pas de superposition de calque pour ce décor-ci, juste deux temps différents qu'on peut voir aux fenêtres. Un en pleine nuit, l'autre avec un temps pluvieux. Un détail vous aura peut-être surpris, c'est la peinture sur le mur. Dans le film, c'est un petit garçon ayant fait tomber sa glace. On s'est amusé à le modifier pour mettre notre bonne amie Scooby-Doo, bien sûr référence au RBG 16. Un autre détail, c'est l'heure sur l'horloge qui indique 3h03. Selon les croyances populaires, c'est à cette heure-là que des éléments surnaturels surgissent dans la nuit. Ces 5 persos sont issus du jeu Identity 5, ou 5 identités, et sont là pour simplement illustrer la line. Il y a quelques plans presque subliminaux qui pop, c'était surtout pour accompagner l'instru, ou le flow, mais je me suis vraiment bien amusé avec. Les boules de suif qui rebondissent sur le ciré de Coraline démontrent sa capacité imperméable. Pouf, de la fumée, des engrenages qui illustrent l'aspect steampunk du jeu Madness Returns, les rues crades de Londres, nous voici chez Alice. Il y a beaucoup de détails dans son montage, mais cela reste assez explicite. Je peux quand même relever l'image du cerveau ici, qui est issue d'un schéma scientifique du 19e siècle, à l'époque en fait où Londres était le centre européen de la recherche scientifique. Ici les sous-titres qui s'écartent comme tranchés par le glaive, qui reflètent Alice sur la lame, ça j'en suis fier. Alors ça c'était dur à faire. Ici, alors qu'elle parle des livres originaux de chaque univers, j'ai mis une sorte d'effet d'esquisse qui contraste avec les braises très épurées qui arrivent. C'est un joli moyen de montrer visuellement que Alice n'est que pur chaos, comme si elle détruisait les livres dont elle parle en brûlant littéralement l'image du battle, puisqu'en plus en même temps elle parle de ses parents morts brûlés. Alors ça fait plusieurs fois que je voulais placer un plan kaléidoscopique dans un battle, donc ce que j'ai fait avec Alice dans un couloir. Ça marche bien, mais c'est surtout en termes de couleur que je trouve que c'est vraiment joli. Ici, un détail assez cool, on aperçoit une colonne de papillons qui suivent Alice. Alors dans le jeu Madness Returns, le personnage peut planer et dasher à l'aide de ces papillons. J'adore cet effet de tranchage de tête aussi. Alors c'est facile à faire, il suffit de prendre un effet green screen de slash, donc de coup porté, et d'ajuster la vitesse, puis de le mettre en fusion de couleurs linéaires. Comme ça, il est un peu de la couleur que vous voulez. Vous faites 2 masques à partir de votre personnage, un pour la tête et un pour le corps, et lorsque le slash passe dessus, vous animez séparément la tête du corps. Le rouge est pour signifier le mode hystérie dans lequel Alice rentre dans le jeu. En fait, lorsque vous avez plus de vie, vous avez recours à ce pouvoir, vous devenez invincible quelques instants. Normalement, c'est en noir et blanc avec les teintes de rouge relevées, mais le côté totalement rouge était beaucoup plus marquant. Ici, petit rappel du chat de Cheshire en mode creepypasta. Alors vous vous sentez peut-être pas très confortable devant cette image. Alors c'est normal, ce sont des yeux humains que j'ai photoshopés sur le sourire d'un chat. Et pour le plan final, je voulais reprendre tout ce qui faisait l'esthétique de Alice au Pays des Merveilles. Le chat qui apparaît et qui disparaît, elle boit la potion pour diminuer. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas mis de flou sur Alice, parce que sinon on aurait juste dit qu'elle s'éloignait, et moi je voulais qu'on comprenne qu'elle rapetisse. Bonjour, je suis là pour vous présenter les personnages cachés dans le battle que j'ai donc illustré moi. Tout d'abord, à 0,35 secondes, nous pouvons apercevoir dès que le sans-visage part du mur, Little Miss Fortune, du jeu Little Miss Fortune. À 2057, quand les néons y tapent partout dans le cockpit de Coraline, on peut apercevoir Madotsuki de Yumeniki. Et ainsi, lors du couplet d'Alice à 4 minutes 44, derrière les flammes bleues, nous pouvons apercevoir Giovanni, le personnage du film d'animation Le Train de la Nuit. Ça va être tous des œuvres en rapport avec l'imagination, le monde imaginaire et des choses comme ça, donc je m'étais dit que c'était sympa de les placer en perso caché. Voilà, le retour vers le battle Coraline contre Chihiro est terminé. Ça a dû être très très long, je suis sûr que je me rends pas compte au moment où j'enregistre ça, mais ça doit être une sacrée vidéo. Merci à vous de continuer à regarder mes battles, n'hésitez pas à le partager parce que sans ça, personne ne voit mes battles à part vous, mais ce qui est déjà très bien, mais j'aimerais bien que plus de personnes puissent les voir. Merci surtout d'avoir tenu aussi longtemps sur cette vidéo, c'est très très sympa à vous. Je remercie également tous les gens qui ont participé à ce battle, du plus petit détail aux plus gros travaux, et j'ai très très hâte de vous retrouver pour le RBG 28, qui sera, je vous rassure, un peu plus classique dans son texte, mais tout aussi délirant en termes de forme. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce retour vers le battle, et je vous dis ciao. Rap.
Battle of God. Coraline versus Chihiro. Go! Quand on pleure, personne ne s'amène. Nos parents, eux, nous parlent à peine. Prisonnières d'une vie sans histoire, nous voilà piégés où les cauchemars règnent. Tu vis un déménagement, ignore ton père et n'écoute pas maman. Pénètre un monde effrayant, fuis la sorcière qui détient tes parents. Garde tes yeux sur ta copie, Coraline, tricher tu sais farmer pour gagner, ça n'a pas suffi. T'as toujours besoin d'un coup de main, surtout depuis que t'as lâché la sienne dans le fond du puits. Pas aussi bien adapté que ton bouquin, sans ton chat t'aurais perdu plus que tes moyens. Toutes ces rêves à Carole inutiles, c'est signé sur les pages d'un autre à l'indélébile. Encore un voisin bizarre, et moi qui pensais les avoir tous vus. Elle nous simule du prestige, mais c'est pas moi la gamine délaissée dans la rue. Ouais, pas de biche, t'ai trouvé un cas d'étude, une limace est dans mon jardin. Vu le temps qu'elle met pour s'échapper, pas sûr qu'elle tienne jusqu'au matin. Tu veux du travail saine, le plus dur est celui qui reste à faire sur toi. En une ligne, pas de billet, c'est fini, ton voyage s'achève avec moi. C'est de l'amour que tu veux? Elle va adorer tes yeux qui font que pleurer. Laisse-moi t'aiguiller, voilà des boutons qui peuvent les faire arrêter de couler. Insecte, écrase saleté, cette fois va t'en laver les mains. En te voyant faire en fait, je sais pourquoi les dieux souillés tiennent tant à prendre un bain. Remercie ce battle, j'ai pour faiblesse laissé rentrer des no-face au panthéon. Il pleut dehors, ramasse l'or. Fais-toi l'amour de deux mers pour le prix d'un bouton. Je libère les camins des rivières, sois l'âme de trois gamins du cimetière. Tu vis près d'un russe irradié, faut pas paniquer si ton chat donne sa langue à Molière. C'est lit dans l'ombre de Burton, Miyazaki casse la concurrence. Je regarde dans la vie ta personne, aimé par un dragon depuis mon enfance. Tes parents vendent un herbier, c'est dommage qu'ils ne savent pas jardiner. Avec toi ils ne prêtent pas de gants, à tel point que ta mère ne peut même pas t'en acheter. Tu es une petite fleur toute fanée aux pétales rongée par tes rats le soir. Ton suicide à 13 ans n'aurait rien d'étonnant, ton papa en larmes devant son arrosoir. Je te regarde à travers ta pierre, je n'y vois rien qu'un petit morceau noir. Le vieux Kamaji sincère et grand, moi quand ça fond dans son feu, c'est pas beau à voir. Le fruit d'une courge et d'une asperge, je te pensais battu, puis ta tête en forme de poire. Il m'a fallu t'as fait grandir, vu ma victoire quand t'as que tapé pour quitter ce côté du miroir. Tu t'es mal conduite, t'as franchi les bornes au bord de la route à deux têtes. Viens dans l'autre monde où cette fois, tu voudras tout oublier, Miss Parfaite. Ce que t'as vécu c'est rien, si les fleurs t'arrachent la chair et croquent tes tendons, tout ce que t'aimes devient douleur et démon. Dévoré vivante au cœur de la maison, j'ai les pieds dans la boue, les tiens sont dans la merde alors que tu charges tes lardons. On les engraisse pour que leur cœur s'arrête, mais tes os qui t'ont jamais aimé de toute façon. Remercie-moi, scène, vu tout ce que tu bouffes, impossible que tu t'effaces. Parce que pour survivre ta première partie, c'est parce qu'il y a eu de plus efficace. Train de nuit, départ pour les étoiles, à l'arrivée tu seras changé. En 3 lunes j'ai récupéré 2 âmes, comme si j'avais 5 identités. Hey, ton score est moins bon, t'en gardes aucun souvenir, à la fin t'as accompli quoi? C'est moi la poupée, mais c'est toi qu'on anime que pour des enfants, petite moi. Hey, imperméable à ton rap, c'est la pluie qui ne fait que glisser sur mon ciré. Un bébé braillard à grossette, en fait c'est toi qu'elle aurait dû métamorphoser. Tes parents n'ont pas changé, dans 2 mois c'est l'Asie, la vie, un bisou après il style. Ta meilleure mère n'est même pas la tienne, mais rien qu'une random collègue à ton travail. Oh. Chihiro l'a-t-elle vraiment vécu? Coraline l'a-t-elle vraiment vaincu? Entrée dans l'antre de la folie, vu qu'aucune de ces questions ne sera répondue. Je tire des monstres du chapeau, sous mes cheveux c'est la foire au lapin et dodo. D'un coup de glaive, je m'ouvre le cérébral, j'enquête en ma tête avec le vent pâle. La folie c'est mon pays, on y est à l'envers mais pas vraiment comme vos copies. Ici pas de maman ni de papa, ils ont brûlé il y a longtemps et ma maison aussi. Ils sont cochons de parents, je mitraille tous les grands pour un pique-nique. Piégé par le reflet, mon copyright est donc dispo dans toutes les boutiques. Mon chat le premier est de bons conseils. Jabberwock bouge ton sushi. 2 filles qui se plaignent avec toute leur tête. Dis-moi pas si la reine ne l'a pas permis. Si l'hystérie dans le train du malheur, je suis comme ça, on peut pas me stopper. Je peux rétrécir à vos niveaux mes fleurs, mais au moins elles savent chanter. Who's next? You decide. J'ai plus de voix, sa mère!